suis arrivé en Nouvelle-Écosse en 1981, le 2 juillet 81. J'ai donc fêté mes 25 ans en 2006, le 2 juillet 2006. Puis, j'avais rencontré une jeune fille en 78 et on est tombé en amour en 79, puis on a été ensemble à Montréal et à Sherbrooke à la fin de 80. Puis Marilyn avait été transférée pour son travail à Halifax, donc j'ai pris une année sabbatique pour venir rester avec, comme on s'aimait beaucoup. Puis après un an, ça allait toujours bien notre union, donc j'ai vendu ma maison à Sherbrooke et lâché mes 2 jobs. Comme tout le monde à l'époque, j'avais 2-3 emplois, puis une vie de fou. Puis on s'est laissé en 84, mais j'aimais trop la Nouvelle-Écosse que je suis resté ici. Je m'en vais sur ma 26e année. Puis la décision de poursuivre une carrière à l'art. C'est que j'ai fait mes beaux-arts de Montréal, puis j'ai en pédagogie, avec ma majeure en sculpture. Puis j'aime beaucoup enseigner, mais quand j'enseigne, je peux pas rien faire d'autre. Puis à un moment donné, j'ai enseigné 4 ans au Québec, j'ai quitté. Puis c'était l'époque aussi que j'avais divorcé dans ce temps-là, donc je voulais être père. Puis donc j'ai été travailler dans une garderie pendant 4 ans avec les bébés. Puis j'avais les enfants le jour, puis le soir je donnais des cours de sculpture et de peinture ou de dessin. J'avais une vie très très compliquée. Mais puis l'art a toujours été important pour moi, pour m'exprimer. Ça, je peux pas vraiment l'expliquer. On n'a pas le choix, je crois, d'être. Quand on est un artiste, on n'a pas grand choix. Il faut que ça sorte à un moment donné. C'est comme un gros bouton qu'il faut péter de temps en temps. Puis quand j'enseigne, je faisais aucune production. J'étais trop pris dans mes cours. Puis parce que j'ai le défaut, j'emmenais toujours tous mes étudiants dans ma tête tous les soirs à la maison. Fait que quand j'enseigne, c'est comme 24 heures par jour, puis il n'y a pas de place pour autre chose. Puis avec ma galerie maintenant, Arts et Minéraux, on va faire un petit peu de publicité. Je trouve que j'enseigne. C'est une façon d'enseigner qui est particulière, tu vas dire, mais par les objets que je vends dans ma galerie, il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses. Puis c'est une façon ou juste le fait que je sois là avec ma galerie et un sculpteur dans un petit village, c'est une façon d'enseigner, je trouve. Alors, si j'étais auditeur puis j'avais jamais visité votre galerie, ça ressemble à quoi? Ça s'appelle Arts et Minéraux. L'art, c'est surtout mes sculptures et mes peintures. Puis les minéraux, c'est que j'aime beaucoup les pierres. Comme je suis sculpteur, on pourrait dire une déviation ou un préjugé favorable à ce médium, à ce matériau. Puis, fait que je vends des minéraux, des cristaux et des fossiles du monde entier. Puis j'ai aussi des objets d'art et d'artisanat de différents pays en voie de développement. J'ai 20-25 pays différents. Pouvez-vous nous décrire pour les auditeurs à la radio, c'est quoi vos sculptures, d'où ça vient, comment est-ce qu'ils ont évolué depuis les années? Mais disons, je crois que c'est comme un écrivain. Tu dis la même chose toute ta vie, mais avec des mots différents. Je crois que chaque personne a un potentiel à exprimer, puis ça sort soit. Moi, c'est la sculpture. J'ai fait de la pierre pendant beaucoup d'années, mais depuis l'an 2000, je fais de l'arthrite rhumatoïde, donc la pierre est finie, mais je suis chanceux, je peux faire de la terre encore. La terre est malléable, puis je peux marteler le cuivre aussi. Fait que j'ai intégré différents matériaux dans mes sculptures. Puis au début, disons, j'ai gradué de l'École des Beaux-Arts de Montréal et de l'Université du Québec en 1972, au siècle dernier. C'était il y a longtemps. Puis j'étais très abstrait à l'époque. Je faisais des formes plus minimalistes même qu'autre chose, mais de plus en plus que j'étais loin des beaux-arts, si on peut dire. Je suis revenu au figuratif et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre, c'est nous autres. Hommes ou femmes, c'est le corps humain. Et c'est ce que je fais depuis pas mal d'années. Je fais surtout du figuratif. Ou des formes très organiques. On va reconnaître toujours une épaule, une fesse ou un sein ou des parties du corps.
Puis je fonctionne beaucoup par série. J'ai une idée, puis que je la pousse le plus loin possible. J'ai une série qui s'appelle Les bols oiseaux, que j'ai commencé en 90. Et j'en fais 20 par année, généralement. Puis qu'ils ont évolué, c'est assez incroyable, entre les premiers bols, qui étaient une recherche surtout sur l'art primitif, traditionnel. Puis c'est là que j'ai commencé les cuissons à la plage aussi, parce que j'avais fait des recherches sur les bols, puis mes bols oiseaux avaient souvent 3 pattes, comme les bols précolombiens. Beaucoup de vases précolombiens ont seulement 3 pattes au lieu de 4 pattes. Puis quand je faisais cette recherche-là, j'ai décidé d'aller essayer de cuire à la plage au lieu de faire des glaçures comme une tasse ou un bol à soupe, puis que c'est pour l'éternité que tu as les mêmes couleurs. J'ai décidé de peindre sur mes pièces au lieu de faire des glaçures. Comme on ne mange pas dans mes pièces, je peux me permettre d'être un peu toxique. On parlera de pollution plus tard, mais fait que j'ai fait des recherches comme ça, puis j'aime beaucoup ça. Puis j'invite les gens à la plage à venir m'aider à cuire. Puis j'appelle ça ma cérémonie païenne, parce qu'on mange ensemble et on boit ensemble avant. Ce qui est comme une communion. Ça fait un party de plage. Oui, c'est ça, c'est un party de plage, mais c'est plus religieux, je trouve, un peu, mais pas dans le sens catholique, protestant. Mais quand on dit la communion, ça veut dire en commun. On partage la nourriture et la boisson. Puis ensuite, on peint ensemble. Puis le fait de cuire, de ramasser tout le bois, ça fait une très belle famille. Puis évidemment, avec le vin aidant, ou le 7-Up, ça dépend ce que tu aimes boire, il y a un party qui se fait, évidemment. Puis j'aime beaucoup ça. C'est toujours très stimulant quand je fais mes cuissons à la plage. Et les chamans viennent d'où? Les chamans, c'est une recherche, ça vient autour de 98 ou 99, justement, une belle soirée qu'on avait eue entre amis, puis on était 5-6 personnes, avec probablement 12 bouteilles de vin. Puis on avait soupé, on avait tout mangé, puis on était rendu dans les grandes discussions pour régler le sort de la Terre. On avait parlé de pollution, d'abortion, avortement, tout. Tu sais, quand tu pars à parler après un bon souper. Je m'étais levé avec mon verre de vin, puis j'avais dit, ce qu'il faut à la planète, c'est 3 chamans qui vont tout guérir. Puis le lendemain, quand je ramassais les cadavres sur la table de la soirée d'avant, je me suis rappelé de cette phrase-là, puis ça m'a donné l'idée de faire une recherche sur le chamanisme. Les chamans, c'est des médecins, des sorciers, si on peut dire. Des médecins traditionnels, avant la médecine actuelle, qui guérissaient par les plantes ou par les esprits et tout ça. D'où les masques, parce que la plupart, si tu vas n'importe où à travers le monde, chez les natifs, la plupart du temps, ils vont faire des danses de transe pour invoquer les esprits. Et ils portent tous des masques pour que les gens du village ou de la tribu ne les reconnaissent plus, eux, le sorcier, mais l'esprit invoqué. Fait que tel masque appelle tel esprit. Fait que j'ai commencé ma série des masques comme ça, qui ont eux autres aussi beaucoup, beaucoup évolué. Comment est-ce que ces masques-là ont été acceptés dans la communauté acadienne? Ils ont été, j'en fais encore, donc ils ont été très bien acceptés. Je crois que les gens de la baie Sainte-Marie, si je suis encore là après tant d'années, c'est qu'ils m'ont accepté dans la région. J'ai plusieurs clients de la baie, mais pour mes œuvres d'art, j'ai d'un peu partout. Disons, mes sculptures qui sont les plus loin, j'en ai en Suisse et j'en ai en Nouvelle-Zélande, ce qui est mes 2 sculptures les plus éloignées. Est-ce que vous vous sentez épanoui comme artiste? Oui, je suis très content de où je suis rendu présentement. Puis, je fais ce que je veux. Puis, dans ce sens-là, je veux dire aussi, c'est que je ne demande pas de bourse. Et souvent, je trouve que si tu fais des demandes de bourse, il faut toujours que tu sois à l'avant-garde de tout, ou tu fais partie de chapelle, je trouve. Ça devient un autre métier aussi. Oui, c'est 40-50% de ton temps qui est passé à courir pour des subventions ou des choses. Puis, je trouve souvent que les artistes subventionnés sont dans leur boule de cristal, très en dehors de la vraie vie.
Puis j'ai besoin, moi, d'être dans la vraie vie, d'être connecté avec tout le monde. C'est pour ça que je suis à l'abbaye, parce que j'ai toujours trouvé que je suis comme, je fit, en bon français, fité, comme deux planches qui entrent une dans l'autre. Je suis intégré dans une société, ce que je trouverais probablement pas en ville ou dans une grande ville. Je serais avec ma gang d'artistes entre amis ou tout ça, tandis qu'à l'abbaye, je suis Claude qui fait de la sculpture, mon voisin est barbier, l'autre a un gym, l'autre est pêcheur, puis tout le monde se tutoie. Il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de hiérarchie, sauf pour les curés. Mais ça, c'est universel. Dans tes propres mots, qu'est-ce qu'est le talent? Le talent, pour moi, je dirais, si tu es assez fou pour croire en quelque chose, puis que tu le fais pendant 20 ans, où tu vas devenir bon. Et bon, talentueux, souvent, on l'interprète comme quelqu'un qui est très bon. Fait que je crois que c'est ça. Il y a des gens qui sont talentueux naturellement. Moi, je vois l'art beaucoup comme tout le monde écrit maintenant, ou c'est un droit universel de savoir écrire. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va devenir poète ou écrivain ou romancier ou pamphlétaire? Non. Mais tout le monde a le droit de savoir écrire et d'avoir le plaisir d'écrire. Fait que je vois l'art un peu comme ça. Tout le monde devrait avoir le droit d'accéder à l'art, d'en faire, mais c'est pas tout le monde qui deviendrait des professionnels dans ça. Alors, est-ce que le talent, c'est laïque ou nécessairement académique? Non, le talent est naturel. Mais comme je te dis, c'est quelque chose à développer. Il y a des gens qui vont l'avoir, tu vois. Il y a des gens ils vont prendre un crayon, puis ils vont dessiner, puis c'est exactement ça. Puis il y en a d'autres qui prennent 30 ans, 40 ans, puis ils réussissent pas. Mais ils vont faire autre chose, puis ils ont un talent naturel. Des gens qui avec les plantes, qui tuent toutes leurs plantes. Puis il y a d'autres personnes qui s'occupent absolument pas de leurs plantes, puis les plantes sont d'une beauté incroyable avec eux. Tu sais. Est-ce que la personne qui a des belles plantes est plus talentueuse que l'autre? Je ne croirais pas, mais ça s'explique mal, le talent. Et l'environnement? Mon Dieu, disons, j'ai pas de voiture. Ça, tu sais que j'ai 59 ans bientôt. Puis j'ai eu une voiture 3 mois dans ma vie. La vraie raison, c'est que je suis un très mauvais chauffeur. J'étais très dangereux. Mais avec le temps aussi, c'est que ça fait beaucoup moins de pollution, si on peut dire. Il y a quelqu'un une fois aussi qui me parlait de mes cuissons à la plage, que ça devait être toxique et tout ça. Puis j'avais donné ça comme raison. Mais moi, j'ai pas de voiture. Ou quand je fumais, je suis un ex-fumeur. Puis il y avait une personne une fois qui m'avait embarqué sur le pouce. Puis elle m'avait dit, une chance que tu n'as pas de cigarette parce que je t'aurais pas embarqué. Puis là, je lui avais dit, oui, mais moi, j'ai pas de voiture. Combien de cigarettes qu'il faudrait que je fume pour polluer autant que ta voiture qui est en désordre parce que tu avais de la boucane en arrière? Combien de paquets de cigarettes qu'il faudrait que je fume pour équivaloir à 1 heure de ta voiture sur la route au niveau gaz carbonique ou tout ça? Elle m'a fait débarquer. Non, c'est pas vrai, elle m'avait pas fait débarquer, mais elle avait ravalé sa question. Elle avait dit, je m'excuse, c'est vrai. Si on avait à revenir sur la planète dans 100 ans, qu'est-ce que tu penses qu'on trouverait? Ça serait très calme, je crois. Parce que il restera pas grand-chose où on est rendu. Quand j'étais petit, que j'avais découvert l'Égypte, une des phrases qui m'avait le plus, une histoire qu'on avait racontée, c'était un pharaon qui aimait tellement son peuple, ses sujets, qui avait demandé à un de ses ministres ou un de ses ingénieurs de paver les rues de l'Égypte avec des peaux d'animaux pour pas que les Égyptiens se maganent les pieds sur les roches. Puis le ministre était vraiment très déprimé parce qu'il disait on va tuer tous nos animaux si on fait ça. Puis il a inventé la sandale. C'est comme ça que la sandale avait été inventée. Il a mis des peaux de fourrure en dessous des pieds de chaque citoyen au lieu de tout paver la route.
Puis je crois qu'au niveau environnement, c'est ça qu'il faudrait qu'on soit rendu, nous autres aussi. On n'aura pas le choix. Au lieu de chauffer nos énormes maisons, puis nos énormes buildings partout, il va falloir développer des méthodes pour se chauffer juste nous autres, à un pied autour de nous, puis se déplacer avec notre chauffage. Au lieu de chauffer Regarde, prends une maison qui est habitée, généralement, les gens travaillent, la maison est chauffée à 20 degrés, 18-20 degrés toute la journée. Il n'y a personne là qui en profite. C'est un gaspillage énorme partout. Puis, fait que si tu me demandes qu'est-ce qu'il va y avoir dans 100 ans, s'il reste quelque chose, ça va recommencer. Ça va être le nouveau. Mais si tu le parents géologiquement, tout ce qu'on a détruit, ça va être une toute petite strate de plastique, probablement, que la prochaine intelligence après nous, parce qu'on se dit intelligent, les humains, se demanderont bien qu'est-ce que c'était que cette petite affaire-là. Est-ce que c'était une comète qui est arrivée, qui a détruit la Terre, ou comme on pense qu'on a détruit les dinosaures par une comète qui a frappé la Terre. Claude Chaloux, votre moment le plus difficile à vivre en Acadie? Ouf! C'est une drôle de question, ça, Daniel. Parce que je suis très bien ici, donc je vois pas de défi. Un défi au début que j'ai vu, peut-être, c'était un de mes grands chocs culturels, c'était de réaliser comment les Québécois étaient détestés. Pourtant, moi, on est partout, que ce soit les Angles. Quand je suis arrivé en 81, on m'arrêtait sur la rue, moi puis Marilyn, ils nous arrêtaient sur la rue, puis les gens nous disaient à Halifax, "You're from Montreal." Parce que la façon qu'on était habillés, c'était flagrant qu'on n'était pas néo-écossais. Puis la première fois que j'avais été à la plage de Lawrencetown, en 81, j'étais le seul gars en speedo. La mode cet été-là, tous les gars avaient des jeans coupés, puis je m'étais fait regarder, j'avais peur de me faire casser la gueule très facilement. C'était des gros chocs culturels. Mais ça serait peut-être un défi, c'était en restant moi-même le plus possible. Je pense que j'ai fait changer un petit peu l'opinion des gens sur les Québécois, qui sont des grands gueulards, ou qu'on chauffe mal, puis qu'on est mal poli, qu'on méprise tout le monde, ou tout ça. Ce qui est assez vrai quelquefois. Mais ça serait peut-être ça un défi que j'ai eu à relever. Votre meilleur moment passé à Nouvelle-Écosse depuis 1981? Ah, mais j'en ai beaucoup trop pour en sortir un en particulier. C'est une qualité de vie que j'ai avec ma galerie, puis c'est presque tous les jours que je vois des choses. Peut-être je vivrais ça ailleurs aussi, mais j'ai eu un beau moment, c'était en France en 85. J'avais été avec c'était un échange pendant l'été France-Acadie. On était 25 profs des maritimes qui allaient à Poitiers. Puis c'était vers la fin du voyage, puis on s'était ramassé à un tout petit village qui s'appelait la Haie-Penel. On avait un gros souper là, puis dans la salle d'à côté, il y avait, je crois que c'était un mariage ou quelque chose, il y avait une autre fête. Puis les Acadiens, on chantait tout le temps. Après chaque repas, on avait nos albums, puis on chantait pour remercier le cuisinier, etc. Puis à un moment donné, eux se sont mis à chanter. Fait que là, on s'est répondu, puis on les a invités. Puis ils avaient traversé, puis on a fait une grosse soirée. Puis c'était la première fois dans nos 6 semaines que c'était improvisé, que c'était pas le maire qui nous recevait officiellement ou tout ça. Puis là aussi, on avait évidemment bien bu. En France, on boit toujours bien. Toujours un cuveau de vin. Oui, puis je m'étais levé à un moment donné, puis j'avais fait un discours assez mémorable. Puis il y avait eu les profs du Nouveau-Brunswick qui étaient venus m'embrasser après ça, puis ils m'avaient dit, on t'adopte, t'es un Acadien comme les autres. Ce qui est un grand honneur, je pense, de se faire adopter. Ben, je pense que les gens, surtout de la Baie-Sainte-Marie, t'ont adopté, sinon assimilé très bien. Oui, des fois, ils oublient même, ils parlent des Québécois, puis ils disent, tu sais, les mots du Québécois, puis là, ils y pensent. Oh, c'est vrai, Claude, excuse. Je dis, non, c'est correct. Claude Chaloux, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.